Êtes-vous prêt pour cette vidéo-là? Parce que je vais en nommer des jeux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour la série des top 6 des jeux solo. Au courant des dernières semaines, je vous ai fait part de mon top 6 de mes petits jeux, de mes gros jeux, et maintenant on est rendu dans les jeux moyens. Donc je vous réserve encore une prochaine vidéo qui va être mon top 6 de jeux All-Star. Alors pourquoi j'ai divisé ça? Je commence à m'expliquer immédiatement là-dessus. Je le fais un peu dans toutes les vidéos. Mais j'avais tellement de jeux que je voulais vous parler que c'était difficile pour moi de faire un top 5 comme ça de jeux solo. Je me suis dit, des fois, on a le goût de quelque chose. Des fois, on a le goût d'un plus petit jeu, des fois un jeu plus gros. C'est difficile de comparer des tout petits jeux de cartes avec un Gloomhaven. Et c'est pour ça que j'ai divisé ça en 3 catégories. Et là, bien entendu, il y avait quelques jeux que je me devais de vous parler. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, en plus de ça, un top toute étoile éventuellement. C'est quoi la science en arrière de ça? Il n'y en a pas vraiment. Je suis allé avec vraiment mon feeling. Les petits jeux, les gros jeux, et ce qui n'était pas dans ces catégories-là, je l'ai mis des moyens jeux. Il y a plusieurs moyens jeux que j'ai envoyés en bas ou en haut pour pouvoir essayer d'en parler parce que, bien entendu, les moyens jeux solo, qui se trouve être le truc le plus générique ever, ça se trouve être une catégorie bien remplie. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'un paquet de jeux dans mon départ, mon préambule de toute cette discussion-là. Je vais nommer un paquet de jeux et en parler un peu. Et éventuellement, bien sûr, je vais vous présenter mon top 6 de mes moyens jeux favoris. Alors, on commence immédiatement parce que j'ai beaucoup de jeux à vous parler. Des jeux très intéressants. Et je vais y aller avec des jeux que j'ai dans ma collection mais que je n'ai pas joué encore. Donc, des jeux que je classifierais à peu près de moyens et que je n'ai pas essayé encore. Vindication, je ne l'ai pas essayé encore. Bon, on remarque que c'est peut-être plus un gros jeu. Tapestry aussi, je sais que Tapestry en solo, mon collègue JP l'a bien aimé. J'ai pas joué non plus, encore une fois. Pourquoi je le mets dans les moyens, pas dans les gros? Écoute, il n'y a pas trop de raison. Je cherchais des titres à nommer que j'avais dans ma collection. Donc ces deux-là, j'ai pas encore joué la version solo. Mais dans ceux-là que j'ai et que j'ai essayé, il y en a énormément qui ont passé proche de faire la cote. Alors je vais y aller immédiatement avec une grosse mention à tous les jeux de la compagnie Renegade Games récemment. Et là, pas tous les jeux. Principalement les jeux de Shem Phillips et de S.J. McDonald's, donc les jeux en partenariat avec Garfield Games, c'est-à-dire la série de l'Ouest et du Nord. Je m'explique, les pillards de la mer du Nord, Raiders of the North Sea, en solo est vraiment super. J'ai également joué à Architects of the West Kingdom, les architectes du Royaume de l'Ouest, et les paladins également du Royaume de l'Ouest. Deux autres très bons jeux solo. Il y a aussi Circadian's First Light, qui fait pas partie des points de la série cardinale, avec les Nord, Sud, Est, Ouest, mais qui est un jeu dans l'espace qui était vraiment bien pensé. En solo, c'est le fun. Je trouve qu'ils ont des bons petits automas qui roulent bien. Dans tous ceux-là, je pense que mon favori serait Architects en solo, mais encore une fois, Architects, c'est le fun avec des gens autour de la table, parce qu'il y a plus d'interaction. C'est celui qui a le plus d'interaction dans toute la gang. Sinon, grosse mention sur tous leurs solos à eux autres. Sérieusement, ils se trompent pas. Je pense que tous ces jeux-là auraient pu se retrouver dans mon top, mais à un moment donné, il faut faire des choix et ce n'est pas facile. Je continue avec d'autres jeux que j'ai qui ont passé proche. Sierra West. Sierra West en solo est bien pensé. On affronte un adversaire fictif qui est très intéressant à jouer contre. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas fait tous les modules encore. En solo, il roule bien. À 2 joueurs aussi, j'ai entendu dire qu'à 4 joueurs, c'était peut-être un petit peu trop long. Mais sinon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est le fun à découvrir. C'est certain qu'il y a d'autres jeux qui ont pris sa place un peu, donc qui est tombé un peu en bas de l'échelle. C'est pour ça qu'il fait pas mon top. Mais sinon, une mention très intéressante. Il y a aussi le jeu Era Medieval Age, un jeu de création de château. On va créer un royaume en tant que tel. Oh, OK, on a un plateau de jeu et on va placer des petites miniatures de bâtiments. On va avoir de la gestion de dés avec ça. Ça aurait peut-être même pu être un jeu facile, un jeu dans les petits, mais encore une fois, avec la quantité de matériel puis tout, un bon jeu en solo, très intéressant. Je dirais que d'habitude, c'est peut-être pas nécessairement ma tasse de thé, ce genre-là, mais je l'ai trouvé vraiment le fun. Et de toute façon, c'est le fun aussi, c'est comme des petits blocs Lego qu'on place. Sinon, je continue avec City Skylines, un jeu coopératif que j'ai joué uniquement en solo et que je pense que je préférais en solo aussi. J'aime la création de ville. Le jeu est pas parfait. Le jeu, ça reste le hasard des cartes va tout changer, mais c'est un puzzle où on va devoir placer ça et le thème de ville me plaît énormément. C'est la raison pour laquelle que j'en fais mention. C'est parce que c'est des jeux qui vont me chercher un petit peu plus qu'à l'habitude. Sinon, un autre jeu, encore une fois, il aurait peut-être pu être bien petit. Encore là, c'est pas très petit, mais c'est Race for the Galaxy.
Un jeu de cartes absolument incroyable et l'extension, la première extension rajoute un robot qui sert d'automat. Vraiment super difficile à battre. C'est un jeu qui est punché, qui est vraiment bon. Écoute, je pense que la raison pour laquelle il n'a pas fait le top, c'est parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, parce qu'il y a une application mobile. Et là, souvent, des fois, au lieu de sortir le robot, qui est quand même pas compliqué à comprendre qu'on connaît le jeu, mais je me suis trouvé à jouer plus souvent à l'application pour jouer contre un adversaire, une intelligence artificielle. Mais sinon, Race for the Galaxy se mérite une mention, un jeu qui se retrouve dans mon top 20, un jeu absolument incroyable. Je continue, ben oui, donc encore j'ai tellement. Un autre jeu, encore une fois, un autre jeu de création de ville. Celui-là, en solo, peut-être un peu moins parce qu'il y a beaucoup de matériel à sortir, c'est Suburbia. Un jeu que j'adore, mais c'est certain, encore une fois, un autre jeu qui bénéficie d'une application et je trouve que jouer à l'application, ça se trouve être plus le fun que de sortir le jeu physique. Et là, je m'explique, habituellement, j'aime ça avoir un bon jeu physique, mais il y a certains jeux qui se prêtent mieux à une application. Suburbia également en fait partie, mais ça reste un excellent jeu. Un autre jeu, et encore une fois, je pense que c'est le dernier que je vais nommer dans toute cette liste-là, un jeu qui a pas assez proche de faire mon top, si on l'aurait fait quand j'ai commencé à jouer à des jeux solo, c'est le jeu Legendary Marvel. Deck Builder, Sauce Marvel, les gens qui me connaissent savent, je suis un fan de super-héros, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Encore une fois, il perd un peu des points parce que la préparation, c'est pas nécessairement compliqué, mais c'est juste de prendre toutes les cartes et ensuite de le défaire. Parce que quand on est à plusieurs joueurs, c'est le fun, on peut passer une pile de cartes. Hey, peux-tu me séparer ceux-là? Excellent, on fait tout ça ensemble. Mais quand on est seul, c'est un peu plus plate à devoir défaire tout ça. Donc, pas un mauvais jeu, mais le temps de placement et le temps pour l'enlever sur la table lui font perdre des petits points dans mon livre à moi. Parce que moi, j'aime ça. C'est certain un jeu qui va sortir, qui va ranger vite, surtout avec le roulement que ça a. Ceci dit, ça reste Marvel, donc il se mérite quand même une grosse mention. Et là, bon, que je pense que j'ai un dernier. Je n'arrête pas de tricher encore une fois, même là-dessus. Un dernier, une mention. Celui-là, ça aurait été vraiment mon numéro 7 parce que lorsque j'ai fait mon top au départ, il en faisait partie. Mais là, j'ai joué à un jeu qui va probablement se catapulter dans mon top All-Star. Donc, j'ai dû faire une petite réorganisation. C'est le jeu Role Player. Role Player se mérite ma place numéro 7 parce que c'est un jeu solo, c'est un puzzle solo. Et là, moi, c'est le thème qui me plaît énormément. Je suis un ancien joueur de jeux de rôle. Dans le temps, j'ai joué énormément à Donjons Dragons. Et quelque chose que j'ai fait souvent, c'est de fabriquer des personnages. Donc, on fabrique des personnages en tirant des statistiques, des dés, des choses comme ça. On crée des personnages, on crée des histoires, etc. Et c'est quelque chose que moi, j'appréciais beaucoup. Et j'ai créé énormément de personnages qui n'ont jamais servi à rien. Donc, j'étais maître de jeu, bon, j'avais des NPC, mais j'avais également des personnages que moi j'ai créés pour différentes parties, et il y en a énormément qui n'ont jamais été joués. Donc, fabriquer un personnage et après ne rien faire avec, c'est le thème exact de Role Player, parce que oui, on passe notre partie à placer des dés, donc c'est comme une espèce de puzzle, si on veut, et là, les dés, il va y avoir de l'interaction avec ça, on va drafter les dés, avoir différents équipements, on va devoir déplacer des cubes, ultimement, c'est super abstrait, mais le thème qui ont mis ça, et après, lorsque notre personnage est fait, donc on a nos attributs de force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Donc, lorsqu'on a toutes nos statistiques, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec notre personnage? Rien du tout. La partie est terminée et on compte nos points. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ça génial parce que, oui, certaines personnes vont trouver ça anticlimatique. Il y a d'ailleurs une extension qui vient résoudre quelques petits problèmes là-dessus. Donc, on va pouvoir attaquer des monstres et faire des petites choses un peu avec notre personnage. Mais sinon, à la base, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, ce jeu-là. Un puzzle énormément thématique. Je pense qu'en solo, celui-là se mérite vraiment un thumbs up pour moi parce que j'aime vraiment le processus de création du personnage. Mais là, c'est assez des mentions. Je pense que je passerai ma vidéo complète à parler de plein de jeux. On va y aller immédiatement avec mon top 6. Numéro 6. En 6e place, c'est le jeu Manhattan Project Energy Empire. Et là, je fais un petit bémol parce qu'il y a un mode solo qui vient avec le jeu et ce n'est pas avec ce mode solo-là que moi j'ai joué et j'ai apprécié le jeu. En fait, j'ai essayé une fois, j'avais vraiment pas été impressionné, mais je vous invite à aller voir sur BGG Board Game Geek, le site internet. Il y a une extension en print and play. Et là, d'habitude, je suis pas très print and play, mais pour celle-là, je me suis permis d'imprimer les cartes. C'est un automat. Donc, on va retourner une carte, placer des jetons de pollution, il va se placer à différents endroits, il va nous bloquer des choses. Et l'automat est tellement bien pensé. L'extension s'appelle Clash of Nations. Là, il y a eu un petit problème. Il y avait eu un projet Kickstarter qui avait été fait. Cependant, là, en plein milieu du projet, eh bien, le président de la compagnie qui s'occupait de tout ça est décédé malheureusement. Donc, c'est certain qu'il y a des délais. Son épouse s'est engagée à honorer le Kickstarter éventuellement. Il y a un associé qui est arrivé. C'est certain qu'il y a de la paperasse. Je suis pas pressé. Le print and play existe, mais ça donne vraiment un cachet absolument incroyable à Energy Empire. Et là,
Beaucoup de monde vont voir le jeu, vont penser, ok, c'est un euro un peu lourd. Pourquoi moyen? Parce que le jeu se joue très rapidement et c'est à peu près 45-60 minutes tout au plus. Nos parties sont faites en solo. Je dirais que c'est même un 45 minutes bien intéressant. Un thème, l'énergie, la pollution, je trouve que c'est vraiment agréable. Un petit côté tableau building, parce que lorsqu'on va activer, on va activer tous les buildings d'une couleur. Je le préfère vraiment beaucoup à l'original Energy Manhattan Project, qui était un jeu de course au point. Ici, dans Energy Empire, on a vraiment un côté gestion vraiment super à faire. Donc, placement d'ouvriers avec les petits bonhommes, les énergies qu'on va devoir placer. Le jeu est vraiment super. Encore une fois, avec la version Clash of Nations, que je vous invite à aller voir sur le site web. Donc, c'était mon numéro 6. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un nouveau venu parce que ça fait pas plus de 2 mois que j'ai ce jeu-là, mais il se mérite déjà une place très haute et je pense que plus ça va aller et plus le jeu va monter dans mes tops. Là, c'est à cause que j'ai regardé les jeux puis je suis comme, hey, wow, ok, vraiment du gros calibre. C'est le jeu Hoplomachus. Moi, j'ai la version de Rise of Rome. Je sais qu'il existe également Hoplomachus Origins et Hoplomachus The Lost Cities, qui sont des autres versions. Mais en gros, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu de la compagnie Chip Theory Games. Donc, la compagnie qui nous a fait Too Many Bones, Cloudspire et également plusieurs gros jeux comme ça, des jeux de bon calibre, mais des jeux avec une qualité de production hors pair. Des jetons de poker épais, un plateau de jeu en néoprène épais également, donc c'est du matériel de qualité, c'est le fun à manipuler. Et dans Hoplomachus, c'est quoi? C'est un jeu tactique de combat gladiatorial. Donc le jeu est vraiment le fun à 2 joueurs, mais en solo, il se mérite vraiment mes éloges. Un automa, en fait, un adversaire, dans Rise of Rome, on affronte les titans qui ont une feuille qui va nous expliquer comment ils agissent. Donc on va lancer certains nombres de dés et selon le nombre de touches qu'il va avoir sur ces dés-là, le titan va faire différentes choses. Une intelligence artificielle très simple à manipuler, mais très intéressante, qui offre un challenge très bien. Certains, bon, ça réagit pas comme un adversaire le ferait tout le temps, c'est certain, mais ça donne vraiment beaucoup de cachet à ce jeu-là. Et le combat gladiatorial, c'est souvent des choses qui sont des combats tactiques, c'est souvent des jeux qui sont meilleurs à 2 joueurs. Celui-là, en solo, se joue vraiment bien et je ne connais aucun jeu qui fait ce que Hoplomachus fait en mode solo et il a réussi à le faire aussi bien. Donc, encore une fois, manipuler les gros jetons épais, déplacer une pile de jetons, ça a vraiment beaucoup de plaisir. Si jamais vous comprenez pas le feeling, la part des jeux avec des grosses pièces épaisses, des choses comme ça, manipulez-les, vous allez voir, c'est très amusant à manipuler. Mais sinon, Hoplomachus est vraiment unique et c'est la raison pour laquelle il mérite une place dans mon top 6. Numéro 4. En 4e place se retrouve un placement d'ouvrier vraiment il n'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est le premier qui a vraiment mis les automas sur la carte avec ça. C'est Viticulture. Bon, j'ai l'édition essentielle. Je sais qu'il y a eu l'extension Toscanie qui est sortie après essentielle. Et là, ça s'en vient un peu mêlant parce qu'il y avait la première édition, etc. Donc, je me base sur cette version-là. En solo, Viticulture est vraiment super parce que la prise en main est très simple. Un automa. Donc, c'est vraiment l'Automa Factory. On tourne une carte, ça va couvrir certains endroits sur le placement d'ouvriers avec les travailleurs adverses et on va devoir tenter de faire ça. Un automa très difficile à vaincre également. Le but, c'est de faire des points rapidement et l'automa a tendance souvent à nous vaincre. J'ai vraiment apprécié Viticulture, un placement d'ouvriers vraiment, je dirais pas nécessairement pur, parce que certains, bon, il y a le côté gestion de cartes, que ça se peut que les cartes tournent pas pour nous autres, mais ça reste un placement d'ouvriers relativement standard. C'est ça le mot que je cherchais. Parce que c'est pas nécessairement simple, c'est pas complexe non plus, mais c'est très standard comme jeu. Et je trouve qu'en solo, celui-là coule tellement bien. C'est vraiment un excellent jeu. Mon placement d'ouvrier favori en solo d'ailleurs. Je dirais que ce jeu-là va vraiment avoir beaucoup de cachet. Donc, pour ma part, viticulture, un thème également qui me plaît beaucoup, le thème des vignobles, embouteillés, des choses comme ça, ça a un beau petit thème très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui le jouent en couple. Moi, malheureusement, ma femme, elle joue pas beaucoup à des jeux de société, mais c'est un thème qui est très agréable. Et en solo, viticulture, un gros thumbs up, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top. Numéro 3. En 3e place, on retrouve un jeu
thématique à souhait qui s'appelle Maximum Apocalypse. Alors le nom le dit, c'est très 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 thématique. Donc on va devoir contrôler un personnage ou plusieurs personnages, des survivants dans un univers apocalyptique et on va avoir un apocalypse à affronter. Et là les apocalypses, il y en a, que ce soit des robots, des mutants, des zombies, éventuellement avec les extensions, le culte du Cthulhu, il peut avoir, écoutez, des apocalypses différentes, il y en a tellement, des robots, il y a vraiment plein de choses là-dedans. Et ce qu'on va devoir faire, c'est une mission. C'est un jeu à mission, donc on va sélectionner des survivants, on va sélectionner une apocalypse et on va placer, et là c'est un jeu on va avoir gestion des actions, on va avoir 4 actions à notre tour qu'on va pouvoir faire. Donc on peut se déplacer, on peut utiliser des cartes, faire des actions qu'on a parce que il va y avoir de la gestion de cartes, on va placer des cartes qui vont nous donner des actions, des armes ou des pouvoirs spéciaux. Donc il y en a certains qui vont demander de faire des actions, donc on a vraiment 4 points, on peut se déplacer, fouiller, attaquer un monstre, etc. Et on va devoir faire ça sur la petite grille de tuiles qu'on va se déplacer. Donc on va se déplacer, découvrir des tuiles, on a une mission, donc il faut rapporter du carburant, de la nourriture, des couvertes pour survivre, et on va devoir se déplacer comme ça, et là les monstres vont nous attaquer. Un jeu et étonnamment, il n'y a pas de dés pour les combats, c'est des combats par action. Exemple, j'ai 4 actions, mais je peux prendre une action, je vais faire 2 dégâts avec mon pistolet. Bon, je vais perdre également une munition, il va falloir que je retrouve des munitions. Donc le jeu, malgré tout, malgré le fait que c'est très très thématique, souvent relié avec des jeux où on pense qu'on va brasser énormément de dés pour pouvoir attaquer, des choses comme ça, les dés vont servir pour les ennemis qui vont arriver. Donc on va lancer des dés et on va les faire apparaître sur différentes tuiles qui portent ce numéro-là un peu à la Catan si on veut. Donc, je sais que l'extension aussi rajoutait un sac. À la place de rouler les dés, on pouvait chercher dans le sac et on sortait un numéro et on plaçait les monstres sur ces différentes cases-là. Donc, Maximum Apocalypse, le thème qu'il y a, c'est très très fort, c'est très amusant, un jeu surprenamment, un bon jeu de gestion. On va devoir gérer notre personnage, trouver la meilleure façon d'utiliser, réussir à trouver des choses, et là, c'est pas facile. Le jeu en mode coopératif est très agréable, mais en solo, on peut jouer avec 2 personnages, mais également, nouvellement, avec l'extension légendaire qui va sortir, le livre de règles a été réaménagé pour jouer avec un seul héros. Et là, avec ça, on va pouvoir avoir des alliés, des choses comme ça. Mais Maximum Apocalypse, très thématique, donc le thème coule littéralement des oreilles de ce jeu-là, mais c'est le fun à sortir. On se fera une mission au hasard. Aujourd'hui, avec les kaiju, Godzilla attaque la ville, excellent. On a l'équipe avec le pompier, le chirurgien, excellent. On prend les decks de ces personnages-là, on les brasse et on commence à jouer. Donc la prise en main est très rapide. Seul petit bémol, chaque mission va demander une certain setup de cartes qu'on va placer. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prépare ma prochaine partie. Donc je fais une pile et après ça, lorsque je vais être prêt à jouer, je prends et là, j'ai placé les tuiles, j'ai placé les cartes, boum, on place ça sur le jeu et on joue. Maximum Apocalypse, un jeu solo absolument génial. Numéro 2. J'arrête pas de dire que je triche, eh bien je triche encore parce que je vais mettre 2 jeux un peu collés, parce que j'avais de la misère à les séparer. C'est 2 jeux qui sont différents, je le dis tout le temps, que c'est pas nécessairement à cause qu'on a un qu'on n'a pas l'autre. C'est le jeu Imperial Settlers et j'ai également mis un petit slash avec Empire of the North. Premièrement, Imperial Settlers et Imperial Settlers Empire of the North sont 2 jeux qui se ressemblent mais qui sont assez différents. Et là, j'avais vraiment de la misère à savoir lequel que je voudrais placer dans mon top. Puis je voulais pas nécessairement qu'ils prennent 2 espaces dans mon top 6 parce que bien sûr, je voulais vous parler d'un paquet de jeux différents. Donc, c'est quoi Imperial Settlers et par la bande aussi Empire of the North? C'est un jeu de tableau building. Donc, on va drafter des cartes, on va devoir les placer dans notre tableau, on va devoir avoir de la gestion de ressources et on va devoir activer différentes cartes. Ça a vraiment... ça a presque un petit côté un peu comme Terraforming Mars, un jeu que j'aime beaucoup. On va devoir faire notre tableau et trouver une synergie entre les cartes. Donc, cette carte-là va me produire du bois qu'on va pouvoir utiliser pour faire d'autres choses. Et en solo, il y a un mode campagne officiel qu'on peut télécharger gratuitement sur le site de Portal Games qui va nous rajouter différentes choses à faire, donc la maintenance entre les tours, etc. Le jeu en solo est très très amusant parce que justement le mode campagne nous fait évoluer comme ça, mais Empire of the North utilise le concept avec des scénarios solo. Et là, on a un scénario, on a un but de point à atteindre et on a différents éléments qui vont changer de partie en partie. Donc, dans cette partie-là, il faut avoir de la nourriture. Donc, on a différentes actions qui se rajoutent, différents éléments comme ça. Et je trouve que le côté solo avec une marge de points à atteindre, avec un petit setup, je trouve ça très, très intéressant. Je trouve ça le fun. Il y a du potentiel pour sortir beaucoup de scénarios solo. Mais Imperial Settlers et par la bande Empire of the North se mérite mon numéro 2 parce que c'est des jeux solo qui sont amusants, de la gestion pure et dure. On va devoir essayer de créer des synergies, créer des combines et ça, moi, c'est quelque chose auquel je carbure énormément dans les jeux de société. Donc, c'est la raison pour laquelle il se retrouve numéro 2. Numéro 1. On est rendu au numéro 1 et je vais en surprendre beaucoup parce que c'est pas un jeu qui est habituellement dans les tops des gens.
c'est le jeu Shadowrun Crossfire. Shadowrun Crossfire est un jeu de deck building, mais la portion de deck building ne sera pas énormément présente parce qu'on ne construira pas un gros deck. On va devoir optimiser un petit deck et faire en sorte que ça roule très bien. Parce que le jeu vient avec quelques missions, mais le jeu a un niveau de difficulté complètement off the chart. Donc, c'est vraiment un jeu très difficile. Il y a une nouvelle version, l'édition du Prime Runner qui est sortie, qui a adouci un petit peu les règles, mais moi, j'aime ça jouer hardcore. Parce que c'est un jeu, c'est pas un jeu Legacy, mais on va pouvoir acquérir avec du karma, donc des points d'expérience, différents collants qu'on va pouvoir placer sur notre feuille de personnage. Bon, oui, on pourrait les écrire, mais moi, personnellement, il y a tellement de feuilles de personnage, tellement de collants que c'est agréable et on ne le fait pas souvent. Chaque collant est drôlement mérité. On peut jouer beaucoup de parties et perdre énormément pour réussir à avoir une maigre récompense et après ça, les choses vont devenir juste plus difficiles de plus en plus. Donc, Shadowrun Crossfire, un jeu absolument incroyable, difficile à souhait. Ce jeu-là, je l'aime tellement, rapide à sortir, rapide à jouer. Le jeu est thématique, l'univers de Shadowrun, un univers que j'aime beaucoup. Donc, c'est le fun à jouer, c'est le fun à sortir. C'est rapide, on perd. Et le jeu est incroyablement difficile. Ça donne le goût d'y retourner à chaque fois parce que le jeu a vraiment une profondeur qu'on est loin de se douter au départ. Parce que lorsqu'on joue au départ, on joue nos cartes, on essaie de faire rouler ça un peu comme les deck builders habituels. Mais, ok, on a l'impression que le jeu se joue de nous autres complètement. Mais lorsqu'on découvre le jeu et on se met à analyser un peu plus la gestion de main qu'on va avoir, ça se peut que ce soit bien de ne pas faire des dégâts immédiatement. On devrait garder les cartes, essayer de piger pour pouvoir réussir à faire un tour qui va être efficace, essayer d'aller chercher les ennemis des autres pour éviter de bien jouer ensemble, de bien gérer en mode solo, même gérer nos deux personnages parce qu'on doit jouer avec plusieurs personnages. Donc oui, certains, il faut manipuler les mains de un et de l'autre, mais on a vraiment un élément important de gestion de risque avec les deux personnages. Le jeu a une profondeur absolument incroyable que lorsqu'on joue les premières fois, on est loin de se douter, mais plus on joue et plus on découvre ça. Et c'est la raison pour laquelle il se mérite le numéro 1. Je tiens à profiter également pour mentionner qu'il y a une version qui s'appelle Dragonfire, donc après Shadowrun Crossfire, ils ont sorti la version Donjon Dragon qui se trouve être Dragonfire. De ce que je sais, je lis la version, j'ai joué quelques parties, je l'aime pratiquement autant que Shadowrun Crossfire, mais il y a une chose, l'élément de progression est beaucoup plus rapide. Donc pour beaucoup de gens, ils vont aimer ça. Ah parfait, j'ai l'impression de progresser, je débarre des nouvelles choses parce que j'ai des nouvelles cartes dans mon deck et là je continue mon aventure, j'ai l'impression de faire un peu comme Donjon Dragon, de construire un personnage, de le faire monter. Tandis que dans Shadowrun Crossfire, on grind littéralement chacun des points de karma qu'on va avoir. C'est difficile à avoir, on n'a pas vraiment beaucoup de variété, mais quand on réussit à en avoir, c'est vraiment là, on l'a mérité, on a un sentiment de devoir accompli. Sinon, Dragonfire, plus léger, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer le thème, il y a beaucoup de gens aussi qui vont aimer le fait que le jeu est moins punitif et permet une progression plus intéressante. Et voilà, ça fait le tour de ma vidéo des jeux moyens. Donc, je trouve ça drôle de dire le thème moyen. C'est juste que, bon, il fallait faire des catégories à un moment donné. Et vous? Dans toute la liste de jeux que je vous ai parlé, y en a-tu que c'est vos jeux favoris? Y a-tu des jeux que vous êtes curieux qu'on vous en parle un peu plus? Vous, c'est quoi votre jeu moyen favori en solo? Parce que y en a pour tout le monde. Et là, c'est toujours une question de goût. Parce que moi, personnellement, des jeux où je dois battre mon propre score, c'est pas dans ma tasse de thé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Moi, j'aime ça avoir un challenge comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de jeux qui ont des variantes solo qui sont très intéressantes. Il va en avoir pour chacun ses goûts. Des fois, on n'a pas envie de faire une mise en place énorme. Des fois, on a le goût d'avoir un jeu absolument, un gros jeu épique, et ça va toujours aller selon vos goûts. Donc, gênez-vous pas dans les commentaires, c'est toujours le fun de découvrir des jeux aussi quand vous nous parlez de jeux qu'on connaît pas, c'est très agréable, ça nous donne envie de rechercher, ça nous donne envie de trouver des nouveaux jeux, peut-être bien aussi de les acheter, et malheureusement, que voulez-vous, quand on parle de jeux, c'est le fun de pouvoir partager, mais des fois, ça va créer des petits besoins comme ça. Donc, il y a quelques jeux qu'on pourrait peut-être classifier le moyen qui se retrouvent pas dans mon top, qui vont faire mon top All-Star qui va s'en venir éventuellement. Mais d'ici là, on va continuer d'essayer de vous occuper avec un paquet de vidéos intéressantes. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, gênez-vous pas. Un petit thumbs up, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On a eu tout récemment 9000 abonnés, une belle marque de confiance que vous nous faites. C'est le fun, on aime ça, pouvoir interagir avec vous le plus possible. Et c'est la raison pour laquelle on fait ces vidéos-là, parce que c'est le fun de pouvoir jaser avec la communauté. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!